Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hop. Bizarre, hein. Comment ça va? J'ai changé de plan. Je sais pas quoi foutre avec ma cam, ça m'énerve. Hop. Du coup là, en fait c'est pas compliqué. Mon chat, que j'adore, cet enculé, a fait tomber mon trépied. Et j'ai cru qu'il avait tué ma caméra avec. Donc voilà. Et du coup, rien à voir du tout, mais comme il est tombé, bah, je me suis dit je vais en faire autre chose, je vais le mettre ailleurs. Et du coup maintenant il est ailleurs, mais c'est-à-dire qu'il est moins près de moi. Mais le petit souci, c'est que du coup c'est moins... Attendez, il faut que je règle un petit truc dans mon casque vite fait. Du coup le souci c'est que je sais pas où le mettre. Et comme j'ai un sol de merde, là vous avez peut-être l'impression d'avoir un plan qui est pas trop... Enfin qui est presque droit. Et en fait pas du tout. Sachez que là le trépied chez moi fait une belle diagonale comme ça, parce que mon sol est pas du tout droit, bien sûr. Donc voilà, là pour l'instant ça ressemble absolument à rien. Mais voilà, je me suis dit qu'en élargissant le plan ça pourrait être sympa. D'autant que là du coup on a ce merveilleux espace. Je sais pas, je regarde pas ce que je fais là. Si, ce merveilleux espace pour le cadre du chat, il est là. Le souci, c'est que si je change de cam, comme j'ai pas encore compris comment faire pour faire des cams différentes avec une seule caméra, des plans différents d'un seul... T'as compris? Bah du coup, ça fait que partout mes plans, ils ont la même gueule et c'est un peu chiant. Parce que il y a des endroits où ma cam n'est pas prévue pour, quoi. Donc bon, allez, hop. Ça devrait être mieux comme ça. Ah bah oui, beaucoup mieux. C'est bien plus mieux. Voilà. J'espère ne pas faire de conneries. J'espère. Bref. Voilà, comme ça c'est modifié. J'ai moins le son qui hurle chez moi. J'ai pas vérifié chez vous, tiens. J'ai même pas vérifié chez vous. Quelle erreur. Alors, comment ça se passe? Oui, bah évidemment, vous avez un décalage de dingue. Parce qu'il y a toujours un décalage de... Ça devrait être mieux là. Normalement, je suis resynchro avec mon beau visage. Oui. Niveau son. Niveau son, j'ai l'impression qu'on entend bien la musique dans le fond. Et bien ma voix, pas dans le fond. Donc c'est bien. Bref, si vous avez des idées d'où mettre ma putain de cam, ça m'arrangerait. Parce que je sais pas du tout, ça m'énerve. Soit elle est trop près et du coup j'ai pas la place pour tout, soit elle est trop loin et parfois même des fois ma cam elle me rend flou, je sais pas pourquoi. Bref, ça m'énerve. Voilà, donc là vous avez de l'espace, du coup, pour le chat. C'est le cadre du chat, si vous écrivez, le chat s'affichera là-dedans. Normalement c'est censé être lisible, mais bon, je fais ce que je peux avec le PC portable que j'ai. Hein. Donc voilà, et du coup maintenant vous voyez mon PC aussi. Je trouve ça moche, mais bon, écoutez, dans la vie il faut faire des compromis, voilà, c'est la vie que j'ai choisie. Voilà. Je pourrais toujours rebouger les trucs si je veux. Là d'ailleurs il y a... Non, ici, parce que ma cam est inversée, mon cerveau n'arrive pas à le comprendre. Là du coup j'ai le rebord de ma fenêtre, là. Et du coup c'est con. On le voit, et c'est chiant, mais sauf que je peux pas bouger les trucs correctement, ça m'énerve. Et du coup voilà. Ça fait que je sais franchement pas quoi foutre de tout cet espace que j'ai là. Peu importe comment je mets la caméra, soit elle est de traviole, soit il faut que je mette un truc en dessous, ce qui fait que le trépied est complètement de traviole. Mais pas le plan, soit il faut que je change des... C'est trop de complications là. c'est compliqué les trucs là. Et oui, en plus du coup, j'ai un petit bureau de merde, hein, qui est pas du tout prévu pour... Mais pour pas grand chose en fait, j'ai l'impression qu'il a pas été prévu pour être utilisé ce banc. Et du coup, oui c'est plus un banc qu'un bureau. Hein. Et donc, du coup, je sais pas, il est trop petit quoi. Donc là j'ai un truc pour surélever mon PC. Mais là, mon siège, il est au max. Il est petit, ce truc, hein. Si je me tiens à côté debout, je suis plus grand, hein. Mais là, non. Là, non. Parce que je suis vraiment tout petit sur mon vieux fauteuil de merde. Donc, je sais pas quoi foutre par rapport à ça. Je me sens fort petit dans mon décor et pas au centre. Et en même temps, bref. Tellement de remis en question. Voilà. Je suis sûr que si quelqu'un d'un peu sensé... Même sans forcément qu'il sache cadrer, juste à un autre point de vue, quelqu'un qui débarque dans la pièce et qui voit le bordel que c'est, va dire mais ça n'a aucun sens ce que tu fais mec. Effectivement, mais je sais pas, mon cerveau il arrive pas à faire autrement.
Donc bon. Alors le souci c'est que du coup je m'entends plus dans mon casque. Et c'est pas exactement quelque chose qui m'arrange ça. Bon, je pense que ça va. Mais le problème c'est que j'ai un peu, mais pas trop, mais un peu quand même baisé le son du retour. Donc il va peut-être falloir quand même que j'augmente le son dans mon casque. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Pourquoi tout est toujours si dur à configurer là? J'ai toujours l'impression d'être complètement con quand je configure mes paramètres. Ah ouais. Le système, micro. Oui, mais si je monte le micro, ça le monte chez vous. C'est pas le but, hein. Ah bah non, c'est pas le but, hein. Comment je fais? Ça, on s'en fout. Bah non, je vais devoir aller me faire foutre, hein, je pense. Non pas que j'aime pas ça, mais c'était pas prévu là. Prévenez-moi la prochaine fois. Bon, et ben super. Voilà, je vais faire avec ce que j'ai. C'est fou parce que j'ai quand même du bon matos, excepté le PC. Mais j'ai quand même l'impression de composer qu'avec des trucs qui marchent pas. Ou à l'inverse, justement, qui sont trop compliqués pour moi. Donc, c'est bref, du coup, genre, j'ai une bonne cam. J'ai un panneau LED là qui m'éclaire la gueule. Quoique là, on est en été, c'est même en Belgique, c'est pas tellement utile ces temps-ci. Et j'ai le voice meter, j'ai 2-3 trucs comme ça. J'ai un casque Logitech qui est magnifique. Mais je ne sais rien foutre de tout ça à chaque fois. Genre, le casque là, il grésille à crever. J'ai ma voix qui. On dirait un peu que j'ai une voix de radio en pas beau là. Et bah je sais pas du tout comment servir de ce casque là. J'ai tout plein de paramètres à faire. Aucune idée de comment on fait pour avoir un rendu net et clair avec ce casque. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé et il m'a fallu des mois, mais des vrais mois, pour comprendre comment. Enfin, j'ai même pas compris comment fonctionne le voice meter, mais juste pour me faire des paramètres un peu ok. Mais bon. Remarquez quand même l'intérêt de ce plan, parce que je sais pas pourquoi j'y reviens tout le temps, mais bon, c'est important, je trouve. Comme je parle beaucoup avec les mains, ça me faisait chier qu'on les voit pas. On les voyait plus sur les anciens plans, mais on les voyait plus que quand on les voyait pas tout court, donc forcément on les voyait plus. Mais là, je trouve qu'on les voit mieux. Voilà. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. Écoutez, franchement, c'est pas trop grave, hein. Sur Twitch, je peux me permettre d'essayer des trucs avec mes plans. De toute façon, on est personne à regarder, donc ça va. Franchement, si vraiment c'est insoutenable, eh bien, écoutez, écrivez dans le chat. Hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je pense qu'au niveau des paramètres son, on est bon. Au niveau du cadre, du chat, tout ça. Vous voyez mon micro-ondes. Le fameux micro-ondes raciste. Voilà, mais bon, à part ça... Écoutez, il se fera petit, il sera pas trop remarqué. Donc voilà. En fait, le problème, c'est que j'ai vraiment aucun autre endroit où le foutre, à moins de le débrancher. C'est lourd un micro-ondes, les gars. Moi, je le déplace pas tous les streams pour le plaisir. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Voilà. Et là, c'est ma planche à pain. Enfin, bref. Voilà, moi ça m'a l'air bien. J'avais un peu peur d'avoir un plan beaucoup plus flou qu'avant parce que j'avais vu qu'il était dégueulasse, que j'avais une image très très floue, mais finalement elle a pas l'air de l'être, plus que d'habitude. Donc je me dis que ça va. Vous avez l'air fort haut, c'est normal, c'est parce que le plan a été surélevé, du coup je suis plus bas et le plan est plus... Bref, plein de problèmes, mais du coup vous cadrez, enfin vous avez plus une image plus grande, quoi, plus grande. Mais le souci c'est que, du coup vous êtes plus haut. Donc faut que je regarde plus haut à chaque fois, c'est un réflexe à prendre. Et puis j'ai l'air tout petit là-dedans. Mais bon. Je vais voir. Je vais arranger les trucs. À tous les coups, enfin ce soir, Léo repasse, donc Léo c'est mon chat, il repasse, il se frotte contre le trépied tombe. Ou il bouge, ou je sais pas. Et à tous les coups, le plan il change et c'est la fois prochaine. Hein. Mais bon. Écoutez, en plus, j'ai vraiment pas du tout l'habitude de regarder la caméra. D'habitude, j'ai ma caméra littéralement derrière mon écran. En fait, j'ai vraiment l'objectif et j'ai tout un rebord à la caméra qui filme pas, quoi. Du coup, je mets mon écran à cheval devant, superposé à cette partie qui filme pas de la caméra. Et comme ça vraiment juste en regardant dans la bordure de mon écran, donc ici, là, j'arrive à voir la caméra. Mais sauf que vous êtes plus là maintenant.
Donc juste regarder mon écran et de temps en temps faire des regards par là, là ça marche plus. Faut que je regarde par là maintenant. Donc bon. Voilà, maintenant vous êtes super loin. Sachez que ça me facilite pas la vie, vous pourriez faire l'effort d'être plus près quand même. Franchement, vous me faites chier. Bref. Voilà, bon bah écoutez, tout m'a l'air bon. À tout instant, ma voix se désynchronise encore de mon beau faciès. Mais bon, voilà. Et pour la saturation du micro, désolé si quelqu'un s'y connaît un peu, n'hésitez pas à essayer de m'expliquer, mais je promets rien. Et puis moi, je pense qu'on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne d'habitude? Donc on parle de trucs bizarres. Ça peut être des animaux, ça peut être des espèces. Il y a un nouveau truc qui va se rajouter. Donc d'habitude, donc je demande au chat s'il n'a pas une idée d'un truc dont il voudrait parler. Souvent des espèces, hein, plutôt. C'est plutôt ça qui m'intéresse ici. Donc parler de un peu de tout en vrai, hein, voir où sont les espèces, où est-ce qu'elles vivent. Ça peut être des animaux, des plantes, des trucs éteints. Et un peu de tout, des champignons, des insectes moins, des poissons, des trucs microscopiques, un peu de tout. On fait un peu de tout, on a même fait des virus. Donc on fait un peu de tout. Après on regarde sur internet, voilà, on parle du sujet, et on regarde sur internet ce que c'est, où ça vit, comment ça se développe, et puis si le chat a envie d'en parler, bah écoutez, voilà. Et on regarde bien sûr le statut de conservation, quand il y en a un, quand il est indiqué. C'est nettement plus dur d'indiquer des statuts de conservation sur les bactéries, je sais même pas si on se casse les couilles à savoir, que sur les poissons, par exemple. Voilà, vous imaginez bien que connaître la population d'une bactérie ou d'un virus, ça n'a rien à voir, mais bref, c'est nettement plus chiant que d'avoir des informations sur les poissous. Donc bon, bah du coup, on cherche pas quoi. Ou alors c'est pas affiché souvent. Donc voilà, et souvent les espèces sur lesquelles on tombe, c'est des espèces un peu bizarres, parce que j'oriente ma recherche avec le chat qui pète, ChatGPT. Je lui demande, cite-moi des espèces en rapport avec ce qu'on a dit dans le chat, et après il me sort des espèces rares, peu connues surtout. Souvent du coup c'est rare et on galère à trouver des informations, mais c'est surtout des trucs peu connus, et avec des capacités, genre vraiment des Pokémon quoi. Donc voilà. Ici, on a croisé pas mal de Pokémon sur la chaîne, mais pas que. Et on a littéralement regardé le Pika d'Amérique, je crois, qui est celui qui est censé avoir inspiré Pikachu. Parce que oui, Pikachu, c'est pas littéralement une souris électrique. Dans l'anime, ils arrêtent pas de dire que c'est une souris électrique, mais c'est de la merde. Le Pikachu est inspiré du Pika, tout court. Et c'est un vrai animal, donc voilà. Et du coup, c'est bon. Il pète pas des éclairs malheureusement, mais je sais pas. Écoutez, il faudrait une prise électrique dans le cul, on verra bien. Donc, il y a pas mal de trucs bizarres qu'on peut voir ici. Et voilà, on a fait plus d'une soixantaine d'espèces. À chaque fois, j'oublie. On a fait un peu plus que 60. Et la liste de tous les machins qui sont passés en live est trouvable en tapant la commande Pokédex, qui est dans le titre. Dans les commentaires, enfin dans le chat. Voilà, c'est ça quoi. Et si vous n'avez pas d'idée d'espèces dont vous pourriez parler, vous pouvez toujours lancer la commande. Non pas celle-là, non toujours pas. La commande roue. Même moi j'ai oublié. Point d'exclamation roue ROUE qui est dans le titre. Toutes les commandes importantes sont dans le titre et la commande qui permet d'avoir les commandes, toutes les commandes je veux dire, est dans le titre aussi, et c'est la commande, bravo. Elle a pas de E, donc c'est command, mais c'est commande quoi. Faudrait que je rajoute un E à commande, je sais pas pourquoi j'ai pas mis de E, et puis maintenant c'est là quoi. Bref, donc voilà, la commande roue qui va lancer aléatoirement la roue de la vie, donc c'est comme ça que je l'ai appelé à la base, c'est les sujets un peu, enfin c'est différents ordres du vivant, donc les mammifères, les poissons, les oiseaux, les bactéries, les trucs éteints, les trucs qui sont des plantes, enfin plein de trucs. Et donc ça va citer un truc aléatoirement, et comme ça après on pourra voir vers où on va. Voilà. Hop. Donc voilà, si vous avez envie de parler d'un truc, pas forcément d'espèces, hein, le chat sert à parler juste, mais si vous avez envie de parler d'espèces spécifiques, n'hésitez pas. Et puis voilà. Et puis moi, si dans un petit temps je vois rien dans le chat, je vais lancer la commande moi-même. Et on ira voir sur ChatGPT, celui qui est, il est où? Il est là, avec ma cam ici, là.
Il est déjà prêt, j'ai tout fait. Et regardez du coup que ma cam elle est un peu casse-couille. J'ai tout cet espace de merde là qui sert normalement à faire mon cadre de chat, mais sauf que là il n'y a rien. Donc je ne sais pas. Voilà. Du coup là, voilà. Mon cadre de chat est là, ici, là, mais sinon il n'y est pas. Donc fatalement donc, du coup j'ai l'air con. Je ne sais pas quoi faire de tout cet espace. Donc voilà. Je vérifie que je suis toujours synchro avec moi-même. Oui, je suis synchro. Je suis synchro. Bon, les 400 personnes dans ma tête, ça me synchro, c'est bien. J'ai un réseau de merde, donc généralement j'ai des décalages entre le son et ma voix qui ont tendance à se faire et se défaire. Du coup, c'est très compliqué de savoir dans quel sens. Est-ce qu'il faut rajouter du temps, en enlever ou quoi? Ça varie tout le temps, donc c'est très très chiant. Voilà. Je sais jamais exactement ce qu'il faut que je fasse avec mon son. Enfin bref, donc voilà, on va lancer la commande. La dernière fois, on avait parlé de grenouilles et la fois d'avant, on avait parlé de primates et d'un chien. Un chien qui a une tête de raton laveur. Et la dernière fois, c'était des grenouilles, donc c'était... J'avais fait 2 grenouilles. Il y en avait une qui... C'était quoi déjà les trucs? Ah oui, une grenouille fouisseuse. Mais pour ceux qui connaîtraient, c'était pas les grenouilles fouisseuses d'Afrique, c'était une autre grenouille fouisseuse qui a rien à voir, alors qu'on pourrait supposer qu'elle est cousine avec, mais pas du tout. Et elle était d'ailleurs plus proche de grenouilles qui n'étaient pas du tout fouisseuses et qui vivaient, qui vivaient séparées par, je sais plus quel océan c'était, un océan entier. Et ils étaient plus proches entre eux qu'avec ses potes plus proches en Afrique. Bref. Et qui étaient des grenouilles fouisseuses. Et l'autre, c'était la grenouille... Ah oui, la grenouille violette de je sais pas quoi, là. Bah, donc, il y avait une grenouille fouisseuse et sa cousine. Il y avait... En fait, c'était un truc qui était censé être le seul représentant de son groupe, la seule espèce de son groupe. Et en fait, on en a trouvé une deuxième qui est... En fait, on les confondait parce qu'elles avaient la même gueule, mais en fait, on a fait une analyse ADN et on a pu voir qu'en fait, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, évidemment, on a donné à la nouvelle espèce, on va dire, sous-espèce de grenouille trouvée, le nom de la personne qui a trouvé. Voilà, j'ai à lui. Parce que bien sûr c'est un mec, parce que ça peut apparemment jamais être des meufs. On a tendance à faire comme si c'était pas elle, quoi. Enfin là, jusqu'à preuve du contraire, c'est un mec. Voilà. Donc, Rue. Et ça va être un canidé encore, donc un chien. Ching. Là, il faut que je l'écrive, en général je le copie-colle parce que j'ai mes conversations qui sont déjà faites avec ChatGPT, mais là non. Une espèce... Oula, j'ai le PC qui tremble. Mon support est pas très fixe, pas très stable, mais bon. Cite-moi une espèce de dogo. Très peu connue. Mais enfin, je vais y arriver. Une espèce de canidé très peu connue avec des capacités bizarres. Voilà. Alors, est-ce qu'on l'a déjà vu? Le chien vivérin, c'est celui qu'on a vu il y a 2 lives, donc encore. Et donc, c'est un chien qui est connu pour avoir vraiment la tronche du raton laveur, quoi. On dirait vraiment fort un raton laveur. Fort. D'ailleurs, il est sur la Minia. Si vous tapez chien vivérin sur internet, vous le trouverez tout de suite, mais il est sur la Minia de la vidéo dans laquelle j'en parle. Sur YouTube, parce que j'ai une chaîne de rediff sur YouTube et je brasse tous mes trucs dessus, voilà, tous mes lives. Je monte pas parce que c'est trop chiant. On n'a pas maintenant en général sur YouTube, je me démerde pour avoir quand même les musiques, mais il y a la piste 6 sur Twitch, donc vous les avez pas dans les rediffs, mais sur YouTube vous avez les musiques en fond, parce que ces temps-ci, je garantis pas que ça va rester, mais ces temps-ci, je suis plutôt dans une phase où je mets des musiques pas forcément libres de droit, ça j'en sais rien, mais des musiques plus... Gratos court. Des musiques plus... des musiques de petits créateurs ou quoi, donc qui aiment plutôt bien le fait qu'on les passe en live, quoi. Bon, je suis pas sûr de leur apporter grand-chose, mais... voilà, du coup c'est là, quoi. Donc le Lycan pictus. Le Lycan, on en avait déjà presque... Enfin, on avait
effleuré un peu une fois. C'était avec les dogos qui chassent en meute là. Non, c'est pas des loups. Je me souviens plus. Attendez, je vais regarder. C'était quelle espèce? C'était les... Ah, ça fait longtemps, la vache. Non. Non. Non, ça c'est le... non, c'est autre chose. Oui, on a vu pas mal de trucs chelous sur cette chaîne. Et donc, dans la liste que j'ai fait popper dans le chat, vous pouvez trouver entre autres le serpent pénis. Voilà. Oui, il existe, oui. Non, c'est pas un serpent. C'est pas un pénis non plus, désolé. J'ai toujours pas trouvé mon dogo, là, il est où? Lui, il m'a quand même un peu marqué, donc je suis sûr de l'avoir noté, mais... Chat des marais, lorislan, chat de Téming, quasi-nupé, dragon volant, grenouille à tête plate de Bornéo, saola, basilic, calmar, chat doré d'Afrique, poisson archer à bande noire, stentor, chat de Geoffroy, couperet, serpent pénis, pique à l'Amérique, crevette pistolet, limace, plante, poisson ogre, plante mange mouton. Encore un truc là, donc. Chacal à flanc rayé, c'était ça. C'était le chacal à flanc rayé. On avait effleuré un peu des trucs. Je pense que c'était ça. Il y aura un truc avant, donc je le verrai. Non, c'est ça, c'était le chacal à flanc rayé qu'on avait failli effleurer ce truc-là. Bref, donc j'ai dit ce truc-là, le lichen pictus. Alors, il est connu pour sa coopération et sa stratégie de chasse. Les chiens sauvages africains sont célèbres pour leur technique de chasse très coopérative. Ils chassent en meute et utilisent des stratégies complexes pour encercler et capturer leur proie, montrant une coordination et une communication remarquables. Attention Jean-Pierre, il va falloir capturer machin à 16h. Structure sociale est complexe. Il n'y a pas de « et », mais c'est pas grave. Les canidés vivent dans des meutes avec une hiérarchie sociale complexe. Ils ont des comportements altruistes, prenant soin des malades ou blessés et partageant la nourriture avec eux. Bon, alors l'altruisme, comment dire? Prenez-le au 2 millième degré. Prenez-le vraiment avec beaucoup de recul, parce que l'altruisme, ça veut rien dire. C'est de la merde. Voilà. L'altruisme, vraiment, c'est zéro. Dans la façon dont on en parle, nous, en tant qu'humains. L'altruisme philosophique, à mon sens, n'est rien de plus qu'une croyance. Libre à vous d'y croire si ça vous amuse, mais moi j'y crois pas. Voilà. C'est-à-dire que le fait de donner sans aucune raison, en attendant rien en retour. Voilà. Ça pour moi, biologiquement parlant, c'est impossible. Et ensuite, il y a l'altruisme biologique qui explique ce truc-là et qui dit en fait les espèces coopèrent ensemble, parce qu'il n'y a pas que la loi du plus fort avec les gros prédateurs qui bouffent les plus petits, hein. Il y a l'altruisme biologique qui fait que les espèces s'entraident, coopèrent, littéralement la cigale et la fourmi. Et enfin, sauf qu'elles coopèrent pas justement, mais bref, normalement elles devraient. Et donc, les espèces s'entraident et ça leur permet de survivre. Et c'est comme ça qu'ils créent parfois des communautés ou des relations symbiotiques. Ça veut dire quoi? C'est quand les espèces ont tellement évolué ensemble et se sont tellement adaptées à vivre ensemble qu'elles peuvent plus vivre l'une sans l'autre. Sinon, bah, elles sont plus aptes elles peuvent plus vivre seules en fait. Voilà, c'est un peu votre coloc ultra toxique qui vous lâche pas. C'est un peu l'idée. Genre des champignons et des algues qui forment le varech. Bah là, c'est typiquement tu les sépares, ils meurent quoi. Ils tiennent pas, ils ont besoin l'un de l'autre. Et concrètement, c'est quoi le varech? C'est donc un champignon et une algue, pour ce que j'en comprends, qui s'attachent l'un à l'autre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années, les champignons chassaient les algues avec leurs petites lances comme ça. Et donc ils en trouvaient une, ils l'embarquaient et ils la gardaient. Pourquoi? Parce que l'algue, elle produit elle-même ses nutriments, sa bouffe, avec le soleil. C'est une plante quand même. Et le champignon, il peut pas, c'est pas une plante. Pour rappel, les champignons ne sont pas des plantes, ce ne sont pas les animaux non plus. C'est autre chose. Voilà.
Et c'est un troisième truc à part, je veux dire. Et les champlards, donc, eux, ont les minéraux. Eux, ils filtrent les minéraux, globalement, les cailloux. Les cailloux qui sont utiles dans votre corps, on en a tous, hein. Les champignons, ils en ont plein, voilà. Donc, les algues, ça leur manque, justement. Enfin, ça leur manque. Elles aiment bien en avoir, quoi. Et elles en ont pas elles-mêmes. Et le champignon, il en a très facilement. Donc, l'algue va parfois se laisser faire et s'accrocher au champi en disant chouette, on va faire un échange équitable. Sauf que je rappelle qu'à l'époque, les champignons étaient des prédateurs. L'échange équitable, mon cul. Donc au début, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient les ressources et ils donnaient rien. Puis l'algue a commencé à développer, en évoluant, la capacité d'envoyer se faire foutre, le champignon, et de rien lui donner du tout. Elle coupe les valves. Donc à partir de là, le champignon n'a pas trop le choix. Il va devoir faire des échanges. Donc il file des minéraux, prend mes cailloux, et puis moi je te prends tes nutriments. Sauf que au bout d'un moment, l'algue est pas stupide, et elle fait pareil que le champignon au début. Ouais, mais j'ai pas envie de te donner mes nutriments, en fait, j'ai la flemme. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'en évoluant ensemble, ils ont tous les deux appris, enfin développé des techniques pour forcer un échange équitable en étant sûr de ne pas avoir à trop donner à l'autre. Voilà. Tu me donnes la même chose que moi, sinon je te donne rien. Et du coup, comme c'est des êtres vivants, ils vont pas se laisser crever comme des glands, juste pour rien, je veux dire. Hein. Donc, du coup, ils ont pas le choix, ils coopèrent. Et du coup, c'est comme ça qu'on passe d'une relation abusive, plus ou moins parasitique, c'est pas comme ça, c'est pas ça le mot, mais enfin de parasite quoi, donc avec le champignon qui s'accroche à l'algue et qui la lâche pas et qui profite d'elle sans la lui donner, à une relation altruiste où chacun échange ses ressources. Et puis du coup, l'échange est tellement important et ils le font pendant tellement longtemps, génération après génération, qu'ils finissent par développer une relation symbiotique. Tu les sépares, ils meurent. Donc voilà. Ou ça crée parfois carrément des nouvelles espèces. Là, pour le coup, si on remonte très loin, il y a trois grands ordres du vivant. C'est une relation symbiotique qui a permis la création de l'ordre qui fait qu'on existe nous, avec les organismes à noyau. Mais je saurais pas vous expliquer plus que ça, parce que j'ai pas. Moi, j'ai fait mes secondaires, donc le lycée pour les Français. Parce que je suis belge, donc c'est pas pareil. Et puis je me suis arrêté là. Moi, j'ai pas d'études supérieures, j'ai rien. Moi, j'ai fait mes secondaires, c'est tout. J'ai mon CESS, donc mon diplôme. Je suis officiellement employable, c'est-à-dire que je peux trier des pastèques dans un carrefour, mais je peux pas faire grand-chose d'autre. Donc voilà, sachez-le. Mais je suis intéressé et j'ai quand même fait, pour le coup, sur l'altruisme, littéralement, un petit travail de 50 pages relu par des profs d'UNIF, par mon école, etc. Comme travail de fin d'humanité, quoi. Donc j'ai dû me renseigner un peu, j'ai lu des bouquins, certains de ces bouquins sont derrière, et voilà. Donc pour le coup, l'altruisme, j'ai une idée assez claire du machin. Bref, l'altruisme au sens philosophique, de donner juste comme ça, sans rien attendre en retour, pour moi ça n'existe pas, mais l'altruisme biologique, pour moi, ça existe. C'est-à-dire que les espèces vont coopérer pour survivre. Et plus exactement pour pouvoir survivre et se reproduire. C'est le but de toute forme de vie. C'est survivre et transmettre ses gènes. Ça ne veut pas forcément dire se reproduire. Par exemple, dans une colonie où il y a une grande part de vos petits potes qui partagent une bonne partie de votre ADN, ou dans une colonie où vous n'êtes pas celui qui se reproduit et que c'est la reine qui le fait, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir, jusqu'à sacrifier votre propre vie pour que ceux qui ont les gènes et qui peuvent se transmettre puissent les transmettre. Par exemple, votre reine peut se reproduire, vous pouvez pas, vous êtes ouvrier, je sais plus si c'est comme ça chez les abeilles ou les fourmis ou quoi, peut-être chez les deux, vous allez vous sacrifier pour que la reine puisse se reproduire. Voilà. Mais vous inquiétez pas, le karma s'équilibre, parce qu'il me semble que quand il y a plusieurs reines, que ce soit chez les fourmis ou chez les abeilles, on bute plus exactement la plus forte bute l'autre et s'en nourrit, et puis une fois qu'elle a bien pondu pendant toute sa vie et qu'elle va mourir, on la mange, et tout le monde se rue dessus. Voilà. Donc, bon, sympa.
Donc voilà, l'altruisme c'est relatif. On ne fait jamais rien sans aucune raison. Votre cerveau, votre corps va toujours agir d'une manière à vous faire survivre. Voilà. Et ça passe par être bien dans sa tête, par exemple. Si vous aidez votre pote, c'est pas juste parce que c'est votre pote et que c'est comme ça. C'est parce que ne pas aider votre pote, ça vous fait vous sentir mal. C'est pas le but. Le but, c'est d'aller bien. Si vous voulez survivre, c'est mieux. Donc votre cerveau va vous faire vous sentir mal si vous... Enfin, vous faire vous sentir mal, vous faire manquer... Enfin, votre cerveau va arrêter de sécréter des trucs dans votre tête, ce qui va vous rendre triste, provoquer un manque. Et du coup, vous allez chercher le contact avec cet ami pour vous sentir bien dans vos bottes parce que ça va sécréter des trucs dans votre tête, des hormones, et vous allez vous sentir heureux. Voilà, c'est ça que votre cerveau veut, que vous soyez content. Enfin, votre cerveau en soi, il en a rien à foutre, mais votre cerveau va toujours plus ou moins tout équilibrer pour survivre le mieux possible. Donc voilà, c'est comme ça que... C'est comme ça, quoi. Donc quand vous faites quelque chose, vous le faites pas pour rien, vous faites pas les choses pour rien, c'est pas possible. Donc, voilà, quand vous aidez votre pote parce que vous l'appréciez certes, mais vous aidez votre pote surtout à la base parce que vous voulez pas être triste de pas l'avoir aidé. Voilà. Donc, dire que vous faites les choses sans rien attendre en retour du tout, pour moi, non seulement c'est pas réaliste, mais surtout c'est complètement con. Donc, voilà, la vie, dans tout ce qu'elle fait, dans sa façon d'exister, a toujours une base égoïste pour toutes ses actions. Enfin, voilà. Et donc j'ai fait un travail de 50 pages dessus. Voilà. Donc on parlait c'est pas le chacal, du coup c'est l'autre, c'est le lichen. Le lichen pictus, dont on dit qu'il est altruiste. Voilà, prenez-le pas au pied de la lettre, c'est pas au sens philosophique, il fait pas juste les choses parce qu'il est sympa, il fait les choses parce que... Enfin, il coopère beaucoup, quoi. Voilà. Donc ces canidés vivent en meute avec une hiérarchie sociale complexe, ils ont des comportements altruistes au sens biologique, donc ils coopèrent beaucoup, prenant soin des membres malades ou blessés et partageant leur nourriture avec eux parce que c'est mieux s'ils sont plusieurs. C'est une meute, donc c'est utile d'avoir plus de gens pour chasser la bouffe, par exemple, ou pour s'occuper de tes petits s'il y a un souci. Encore une fois, transmettre tes gènes. Bref. Grande distance parcourue. Ces chiens sauvages africains peuvent parcourir de très grandes distances en une seule journée, parfois jusqu'à 50 km. Moi je me rappelle, j'ai fait les scouts, et quand on est parti en voyage en Croatie, et il fallait... Donc les scouts c'est un mouvement de jeunesse. Franchement c'est un peu tout et rien. Mais moi je l'ai surtout vécu comme une garderie pour occuper les gosses quand les parents n'ont pas envie de s'en occuper eux. Et du coup c'est environ... On faisait ce qu'on appelait des hikes. Une fois par camp qui durait un peu plus de 10 jours. On partait en gros parfois à l'étranger, parfois on restait dans le pays. Et on faisait un peu de tout, surtout de la merde. Et donc on faisait ce qu'on appelait des hikes, c'était des randos quoi. Des randos, sauf que c'était par petits groupes et c'était avec une répartition par âge quoi. On avait au moins un mec de 18 ans. Oui, parce que chez nous c'était pas mixte. Donc un mec de 18 ans et puis de moins en moins jusqu'à moi âgé. Et il y avait baladin, louveteau, scout, et puis il y a les pionniers au-dessus, ça c'est que des gens majeurs. Bref. Et donc voilà. Et les scouts, quand ils partaient en camp, ils faisaient plus on grandit en âge, plus il y a un truc qui est fixé à la porte. Ça doit être un insecte, mais bref, je regarde. Plus on grandit en âge, plus les hikes sont longs. Et là, pour le coup, moi, les scouts, le hike, il a duré 3 jours et il fallait faire 90 km, ce qui fait qu'on faisait 30 km à pied, bien sûr. Hein. Moi, je suis belge et on partait en Croatie, donc on parlait pas la langue. Et j'avais pas encore fini mes études secondaires, donc je parlais pas anglais. Je parle toujours pas super bien anglais, mais bon, maintenant j'ai les bases quand même. Là, c'était pas ça, quoi. Et je me retrouvais avec assez peu de gens, dont une personne ou deux qui étaient majeurs, mais pas responsables, clairement. Et donc le hike, moi mon hike il a duré 3 jours et j'ai marché 90 km. On aurait pu faire de l'autostop, mais on n'en a pas fait, ce qui fait que voilà, mes jambes ont pleuré des larmes de sang par la racine. Bref.
Voilà. Donc moi, je galère ma race à faire 30 km en un jour. Eux, ils en font 50, sans souci. Bon, pas sans souci, c'est parfois jusqu'à 50 km, donc j'imagine bien qu'ils les font pas comme ça facile. Mais ils peuvent faire 50 km par jour. C'est quand même pas mal avec les petites patounes là. Grâce à leur endurance exceptionnelle et leur capacité à maintenir une vitesse élevée sur de longues distances, ils peuvent se taper donc jusqu'à parfois 50 km par jour. GG. Communication vocale et visuelle. Ils utilisent une variété de vocalisation pour communiquer, y compris des hurlements, des grognements, des aboiements, bref, c'est des yinches. Ils utilisent également des postures corporelles et des expressions faciales pour transmettre des messages au sein de la meute. Bah, c'est des chiens quoi. Adaptation à différents environnements. Le chien sauvage africain est extrêmement adaptable et peut survivre dans divers habitats. Des savanes aux forêts denses grâce à sa capacité à chasser une large gamme de proies et à s'adapter aux conditions locales. Le lichen pictus donc. On va faire des petites recherches. Hein. Ça me gratte au secours. J'ai eu de la chance ces temps-ci parce que je suis assez allergique au pollen. Et ces temps-ci, j'ai pas été trop emmerdé par ça. Mais à la place, ça me gratte maintenant. J'ai vraiment une peau de merde en plus, donc c'est super. Et en plus, j'ai un chat qui aime beaucoup se frotter à mon visage. Donc il arrête pas de ramener du pollen dans mon pif. J'ai un peu la paix, je suis content. Alors déjà, on va vous montrer... Ah oui, je suis con, ça va être facile à trouver. D'abord, je vais vous trouver... Je vais vous tromper, lol. Une image de lichen. Bon, elle est floue. Vous ferez avec. Voilà, vous ferez avec. Voici le lichen. Donc il est mignon. Enfin, qu'ils sont mignons s'ils sont deux. 1, 2, je sais compter bien. Alors, voilà. Donc voilà le lichen. Ils sont là. Hey, c'est le lichen. Voilà. Et du coup, Animalia. En général, je vais beaucoup sur Animalia et Manimal World parce que c'est pratique pour avoir des infos. Qu'est-ce qu'il fait? Au secours. Il a tout décalé les trucs là. Là. Le lichen. Est-ce que c'est le lichen pictus ou est-ce que c'est le genre? Non, c'est lichen pictus. Bien. Donc voilà le lichen pictus. Du genre lichen, de la tribu des canidés, de la tribu, on dit pas tribu en biologie, what the fuck. Bref, mauvaise traduction je pense. Alors, on a plein d'infos sur celui-là, c'est bien. Ça arrive souvent qu'on n'ait pas d'infos du tout. Bon, le lichen, je sais que c'est quand même un peu connu, mais je sais pas à quel point. Je suis mal mis parce que j'ai mon bureau qui est trop petit. Je l'ai déjà dit, mon bureau est trop bas, il est trop petit, ce qui fait que voilà, je suis très mal mis. Ça casse un peu les couilles. Donc la taille de la population, c'est 6600 individus. Ça a l'air beaucoup, ça ne l'est pas. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être tant que ça en vrai. Hein. Par rapport à ce que j'ai déjà vu, c'est 6600 pour une population mondiale. Je m'étonnerais pas qu'il soit pas en danger, mais il doit être au moins en préoccupation mineure, et moi je le classerais plus loin, je pense. Alors, durée de vie, 10 à 11 ans. Donc il vit longtemps le machin. Tiens, j'ai pas vérifié le son. Je sais qu'à un moment, mon son va se désynchroniser, et j'aimerais bien savoir quand. Je sens que... J'ai l'impression qu'il est désynchronisé déjà, mais je suis pas sûr, parce que j'ai l'image qui rame énormément. Écoutez, je vais rajouter un décalage. N'est-ce pas? Ça va dégager, ça ralentit le PC, et hop. Donc ici. Voilà. Oh là, il y a une image qui ralentit. Hein. Est-ce que je peux fermer des trucs? Bah non, j'ai pas 36 pages en fait. Donc non. Ça peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Ah si, je peux fermer ça. Oui, c'est con que je l'ai laissé là. Voilà. Ok. Bah ça devrait être un peu mieux. Comment ça se passe que tes sons chez vous? Bah écoutez, je vois pas la différence. J'ai l'image qui rame à fond quoi. Comment ça se fait? C'est pas juste. En plus il fait pas trop chaud aujourd'hui, je suis content là, c'était censé être bien mais ça ne veut pas.
Ah c'est bon, vous êtes synchro. Oui, donc vous l'étiez pas parce que j'ai enlevé j'ai rajouté un décalage. Donc voilà. Bon, ok, bah c'est mieux. Tant mieux si c'est mieux. Alors. Hop. Du coup. Non. En plus j'ai mon tapis de marche en bas de mon bureau, c'est du coup parce que je sais pas où le foutre. Donc je l'ai mis là, mais du coup il est. Du coup il m'emmerde avec mon siège. Ok, donc je disais, on était là, ici, voilà. Ouais, donc 10 à 11 ans de durée de vie, c'est pas mal. Vitesse de pointe, 66 km/h de plus que moi, sûrement. Poids, 18 à 36 kg, putain la chance. Hauteur, 60 à 75 kg. Kilo, bien sûr, il fait 60 à 75 kg de hauteur. Et il fait soit une grosse centaine de centimètres de long. Le lycanthropus est un mammifère carnivore de la famille des Canidae. Il vit exclusivement en Afrique subsaharienne centrale, australe, presque, c'est pareil, et centrale, voilà, c'est pareil, dans les steppes et les savanes. Donc il faut beaucoup de vert et de jaune, j'imagine. Enfin, moi, il me semble, enfin, là, ce que je vois, c'est du jaune. Voilà. Bref, il aime bien l'herbe, quoi. Et ah oui, les steppes, c'est les roches aussi. C'est plutôt genre c'est l'herbe et les montagnes. Je sais plus. Bref, il a aussi appelé chien sauvage d'Afrique, chien hyène, cygne hyène quand à la flemme d'articuler, mais c'est ce qui est écrit, loupin, chien chasseur, et il a certainement plein d'autres noms. Alors il est diurne, est-ce qu'il est vraiment diurne? Je vois pas de truc qui le contredit, c'est bien. Donc il est vraiment diurne. Il vit que le jour. Voilà. Chauve-souris c'est nocturne, vous êtes diurne. Voilà. Chauve-souris c'est la nuit, nous c'est le jour. Carnivore, il bouffe de la viande. Charognard, il bouffe des charognes, c'est-à-dire qu'il bouffe les cadavres qui traînent par terre quand ils tombent dessus. Il est opportuniste. Terrestre, j'ai jamais vu de chien voler, encore une fois, si vous avez déjà vu, envoyez-moi des vidéos. Coureur, donc de poursuite, donc il traque les couillons quand il a faim, quoi, il traque ses proies. Il leur court après. D'ailleurs, c'était aussi la méthode du chacal à flanc rayé, dont je parlais au début. C'était une espèce qui se déplaçait en groupe, en petite troupe, enfin petite pas tellement, je crois que ça pouvait aller jusqu'à, je sais plus, beaucoup d'individus, genre vraiment plusieurs dizaines. Et ils se mettaient tous à traquer. Et en fait, l'astuce dans la façon qu'ils avaient de chasser, c'était que ils s'arrêtent pas, enfin ils se relayent et ils s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas chopé le manger. Voilà. Donc le manger il court. Sauf que il court avec sa pauvre endurance à lui quand les 25 autres membres de la meute sont en train de le courir après. Et même, il se passe des relais, comme ça, ils font des petites pauses. Vas-y, je te rejoins. Voilà, donc il se passe le relais pour chasser le machin, ce qui fait que tu as 25 loups qui te courent après, enfin 25 gros chiens qui te courent après, et ils font des petites pauses pendant que toi, t'en fais pas. Et les machins courent vite. Donc, ouais, globalement, c'était à prendre avec des pincettes, mais on avait vu qu'il y avait quand même pas mal d'infos répertoriées sur le fait que le truc avait quand même de très grandes chances de réussir dans sa chasse, quoi. En gros, en général, il se rate pas. Hein, ça arrive souvent chez des espèces plus genre le lion ou des trucs comme ça, il me semble, que la technique de chasse elle marche pas à tous les coups. Chez lui, vraiment, ça marche très souvent, apparemment. C'est pas tellement étonnant. Bref, donc là, de poursuite, pareil. Bon, je dis pas qu'ils se relayent pareil voilà, mais ils poursuivent leur proie. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé de chasser en regardant très fort les proies s'éloigner de moi, mais voilà. Nidicole, il fait des nids, très certainement des terriers, j'imagine. C'est un chien. Jamais vu des chiens faire des nids dans les arbres, mais bon. Nomade, donc il bouge, il reste pas sur place. Voilà, il visite un peu le pays. Vivipare, il ne pond pas d'œufs. Encore une fois, si vous en voyez. Territorial, donc il partage pas son territoire avec d'autres gens que sa troupe, j'imagine. Super prédateur, c'est un apex prédateur, donc globalement rien ne l'emmerde. Il n'a pas de prédateur, si je comprends bien. Un super prédateur est un prédateur qui, une fois à l'âge adulte, se trouve au sommet de la chaîne alimentaire et n'est alors une proie pour personne. Et évidemment, les chiots doivent se faire bolos par pas mal d'autres espèces, mais une fois adultes, personne les emmerde, à part peut-être nous. Voilà. Un V1 contre un requin, allez savoir, mais
Je vois pourquoi le requin irait attaquer un chien. Mais ok. Gna, 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 gna. Bon, chasseur, on avait un petit peu compris. En meute, on s'en doutait. Monogame, alors la monogamie, j'ai déjà expliqué. C'est compliqué à évaluer ça comme concept. La monogamie, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on a vraiment un point de vue très imprégné par notre culture sur ce qu'est la monogamie. En science, la monogamie, c'est pas tout à fait pareil. Et surtout, c'est une tentative d'essayer de catégoriser un peu les différents types de relations entre les espèces animales. Ça marche pas comme ça. Les autres animaux ne pensent pas comme nous à s'unir ou pas. Voilà. Parfois, ils ont tendance à, en général, ils ont tendance à faire cette espèce, enfin ce truc-là de monogame, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup, quand ils font et c'est pour ça, quand ils font des gosses ensemble, souvent, mais pas tout le temps, particulièrement chez les chiens, parce qu'il y a des espèces qui ne le font pas du tout, ils vont élever le gamin ensemble. Voilà, ils vont vivre ensemble, élever le gamin ensemble, ils vont faire à bouffer, voilà, ils se distribuent les tâches, ils font la vaisselle, et puis le gamin il part, et après c'est compliqué. Parce que parfois, pour ceux qui se sont occupés du gamin, parce que parfois ils s'en occupent pas et ils le dégagent, ou alors ils s'en occupent pas et ne restent même pas en contact entre eux, pour ceux qui se sont occupés du gamin, parfois il y en a qui vont aller taper ailleurs, parfois il y en a qui vont rester ensemble, parfois il y en a qui vont organiser des harems. Vraiment, c'est très très large et malheureusement on n'a pas trop la possibilité de leur demander. Et donc du coup pour vous un couple ça se fait comment exactement Bref, donc voilà, on sait pas trop comment ça se passe dans leur tête, difficile de leur demander. Tout ce qu'on peut faire c'est observer et on observe globalement que c'est le bordel, ils font tous un peu ce qu'ils veulent. On observe parfois des tendances à aller taper chez les autres ou à créer un harem ou à ne même pas s'occuper du gosse ou quoi. Ça dépend beaucoup, mais voilà, en tout cas, on essaie quand même de donner des noms. Il y a plein de noms un peu scientifiques pour décrire tout ce bordel. C'est pas si fiable que ça, quoi. C'est vraiment juste ce qu'on peut observer, ce qu'on comprend, et tout ça, c'est très impacté par notre culture, ce qu'on interprète de la situation, et l'anthropomorphisme aussi. Hein. On attribue souvent, sans même s'en rendre compte, des émotions à des façons de se comporter ou de penser aux animaux qui ne partagent pas la même façon que nous de penser. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on en vient à croire qu'il y a des chiens altruistes qui sauvent les gens parce qu'ils sont gentils, ou des trucs comme ça. Hein, vous verriez le nombre de conneries qui sont postées dans les médias, comme quoi X animal a été sauvé machin parce qu'il est gentil. Alors oui, il a sauvé machin. Est-ce qu'il est gentil? On ne sait pas. Il y a Melvac qui a fait une super vidéo dessus, ça parle pas de chien, ça parle de baleine à la place. Melvac sur YouTube, je saurais plus vous dire quelle vidéo c'était, qui a fait une super, ça fait un moment en plus, hein, ça doit faire plusieurs années, qui a parlé de ça pour, d'ailleurs je m'en suis inspiré pour mon TFH, qui a parlé de ça pour les baleines. Pour résumer, il y avait tout un cas sur les baleines qui s'attaquaient à des orques, qui sont un petit peu leurs prédateurs naturels quand même, enfin les prédateurs naturels de leurs gosses, mais pas tellement des baleines adultes qui font largement plus de tout, de poids, de longueur, qu'elles. Et donc les baleines fonçaient sur les orques alors qu'elles étaient en train de chasser. Mais pas leurs baleineaux, elles chassaient autre chose. Du coup on s'était dit waouh, elles sauvent des proies, et en fait c'est pas tout à fait ce qui se passe. Voilà, en fait c'est de la prévention pour éviter que les orques s'attaquent au monde. Mais Melvac l'explique beaucoup mieux que moi. Donc allez voir la vidéo, elle est super. Et il a fait plein d'autres trucs cool, hein. Franchement sa chaîne elle est incroyable. Donc le Yinchil est très social, avec sa meute évidemment, parce qu'il reste quand même territorial, donc on s'imagine bien que il va pas être très, très sympathique avec un chien qui vient d'un autre groupe. Non migrateur, donc il est nomade, il bouge, mais il est non migrateur, donc c'est comme le... C'était quoi déjà le truc? Le Gypaète. Voilà, le Piaf, qui avait une maison de vacances, mais qui ne sortait pas de son territoire. Lui c'est pareil, il sort pas de son territoire, il sort pas de son territoire, mais ça lui arrive d'aller dans une maison de vacances, qui est toujours sur son territoire, hein, juste un peu plus loin, quoi. Donc ça bouge, il reste pas là, il reste pas constamment au même endroit, mais déjà parce qu'il... Pardon, je bois de l'eau gazeuse, donc là j'aime pas l'eau plate. J'imagine qu'il doit suivre la bouffe, de suivre les proies, son gibier, etc.
Donc forcément il bouge, mais il bouge pas en dehors de son territoire. C'est quoi? Alors le lycan, le seul canidé qui ne possède que 4 doigts à chaque patte, les autres en possèdent 5. Regardez sur votre chien, j'imagine qu'il a 5 doigts. J'avoue que j'ai pas vraiment l'habitude des chiens, donc j'imagine que Whisky doit avoir 5 doigts, je me souviens plus. Par ailleurs, le lycan ne possède que 40 dents, la plupart des canidés en ont 42. Son crâne, qui rappelle celui de la hyène, est pourvu d'une... Alors la hyène, sachez d'ailleurs, c'est un félin. Oui, si, c'est ça, c'est un félin. Donc c'est un chat. C'est plus un chat qu'un chien en tout cas. Rien à voir avec... voilà. Donc voilà. Sachez, la hyène n'est pas du tout proche du chien. Bon, techniquement, si on regarde bien sur un arbre phylogénétique, le chat et le chien sont pas si loin l'un de l'autre. Et évidemment, ils ont un ancêtre en commun. Mais bref. Je regarde, parce que moi j'ai ma map, ma carte de l'évolution de Kurzgesagt et j'essaie de retrouver le chat et le chien. C'est ça, ils sont vaguement cousins. La hyène se situe pas vraiment entre les deux, mais bref. Voilà. Donc, ouais, la hyène se situe totalement du côté des chats, plus que du côté des chiens. Vraiment, c'est deux côtés qui n'ont rien à voir. Et voilà. Voilà. Sachez. Mais je parlais de la hyène. Donc le machin il ressemble à la hyène et il est pourvu d'une large mâchoire pour satisfaire son gros besoin alimentaire, particulièrement carnassier. Il bouffe de la viande. Carnassier, c'est plutôt qu'il joue avec la bouffe, même, il me semble. Les chats sont carnassiers, par exemple. Eux, ils chipotent avec la viande. Par exemple, les tigres, etc., vous les mettez dans des enclos, dans les eaux. Si vous leur balancez juste la barbaque comme ça sous le pif, ils la mangeront pas. Il faut la cacher sous la terre, comme ça ils vont creuser, ils vont la chercher partout, et là ils vont accepter de la manger. Mais s'ils peuvent pas jouer un peu avec, ils la mangeront pas. Et c'est pour ça du coup que vous voyez pas la viande dans les... En général, dans les enclos des... En fait, elle est planquée, quoi. Donc son poids se situe entre 20 et 30 kg et sa taille entre 70 et 80 cm au garrot. Ce mammifère est très long comme ma bite. Ce canidé possède de très grandes oreilles rondes munies de poils qui empêchent les parasites et insectes d'y entrer. Ça, c'est pas con, ça. D'ailleurs, c'est comme votre chat. Hein. Votre chat, il a... Enfin, moi en tout cas, le mien, il a pareil. Après, vous, je sais pas. Voilà, c'est peut-être la même chose chez votre grand-père. Ou pas, j'en sais rien. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être qu'il coupe. Les licans possèdent des glandes odorantes qui répandent dans l'air des effluves persistants et assez désagréables, probablement pour garder le contact et s'identifier. Ils puent la mort, mais c'est leur carte d'identité. En gros. Bon, ils puent pas la mort, mais ils ont une odeur forte et assez désagréable, et ça leur permet de se reconnaître. Wouah! Oh putain, c'est Kevin, ça. Ouh. Ah si, je reconnais. Bien que le lycan soit un canidé, il ne jappe pas comme le chien et ne hurle pas comme un loup. Il pousse de petits cris et des gémissements discrets qui ressemblent à ceux des terriers du Congo. C'est une espèce, les terriers? C'est pas au courant. Son autre originalité se trouve dans l'asymétrie des dessins de son pelage. Celui-ci est constitué de brun, de noir, de jaune et de blanc. Il semblerait que les individus se reconnaissent grâce à leur robe qui est différente pour chacun. Son espérance de vie est de 12 ans en moyenne. Voilà. J'ai arrangé mes trucs là. Ok, il est pour les Toko. Dogo. Alors. La page charge pas, merde. Distribution. Alors on le trouve en Afrique. Les taches rouges là, c'est lui. Et effectivement, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, hein. Le machin que vous regardez là pour ce que j'en sais, c'est l'Afrique, du coup. Et donc sur tout le continent, c'est les taches rouges là. Il est que là. C'est pas beaucoup. Donc il est en Afrique, plus exactement en Afrique subsaharienne. Il est trouvable en Angola, au Bénin, au Botswana,
au Burkina Faso, en République centrafricaine, au Tchad, en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, au Niger, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Soudan du Sud, au Soudan, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. On le trouve plutôt dans des écozones afro-tropicales. Bon, les endroits où c'est qu'il fait chaud et qu'il y a des plantes. Voilà, tropicales, globalement. De l'eau, il fait chaud et donc il y a des plantes. Et ça veut dire aussi beaucoup de moustiques. Hein. Voilà. Et donc en Afrique. Biome du WWF. Comment ça? C'est là où on l'a en captivité? Ou là où on le défend plutôt? Où là il se trouve, parce que c'est pas des adresses, quoi. C'est pas des endroits sur la planète. Je sais pas à quoi ça correspond. Ah voilà, et donc là on a plein d'endroits où on le trouve protégé du coup, au parc de Zululand, et plein de noms très compliqués que je sais pas lire. Donc dans plein de parcs nationaux, dans des réserves nationales aussi, encore des parcs nationaux, des réserves, des parcs, des réserves, des zoos, encore des zoos, c'est de la merde, des zoos, n'y allez pas. Fruticé, tiens c'est un joli mot ça. C'est la panacée mais avec des fruits. C'est une formation végétale où dominent les arbustes, les arbrisseaux, des sous-arbrisseaux. Cette formation peut correspondre à un stade intermédiaire transitoire dans la succession de végétation, si je ne sais pas lire en PRV, qui conduit jusqu'à la constitution d'une forêt. Bref, c'est un grand terrain vague avec tous les éléments qu'il faut pour que la forêt pousse, mais c'est un début de forêt quoi. Et donc ça veut dire des arbustes, de la pelouse, enfin de la pelouse non, mais de l'herbe partout, des buissons, des machins. C'est une pré-forêt quoi, si vous voulez. Des forêts, donc il vit, hein, les biomes, c'est les endroits où il vit, les types d'environnement dans lesquels il se développe. Donc la fruticée, donc un début de forêt, une pré-forêt quoi, dans les forêts, no shit. Là où il y a de la pelouse, dans la savane, dans les bois, dans les montagnes, dans les forêts montagnardes, donc pour les pierres, j'avais raison, il va aussi dans les montagnes. Et là où il est dans le climat est semi-aride. C'est aride, c'est quand il fait chaud et sec. Donc en vrai, il s'adapte un peu partout. Hein. Parfois, il y a de la flotte et il fait OK. Parfois, il n'y a pas de flotte et il fait super chaud. Dans tous les cas, on le trouve quand même. J'imagine que le problème principal, c'est nous. Attendez-vous à ce que la cause principale, la menace principale pour cette espèce, ce soit pas forcément que les agriculteurs, mais enfin... beaucoup ça quoi, parce que oui, c'est un prédateur carnivore, oui, il va très certainement traquer les poules dans les poulaillers, et j'imagine que c'est pour ça le problème, peut-être ça et le trafic de sa fourrure, je commence à avoir l'habitude. Le lycan est un animal très sociable, il vit en meute constituée de 5 à 20 individus, il a parfois même été constaté des meutes pouvant atteindre jusqu'à 45 lycans, et c'est en couple. C'est le couple alpha qui domine. Son territoire est immense car c'est un nomade, généralement entre 500 et 1500 km² jusqu'à même 2500 km². C'est pratique pour la rando ça. Il ne reste pas plus de 2 ou 3 mois dans la même écozone. C'est lors de la reproduction qu'il se fixe. Il vit alors dans un terrier pouvant contenir toute la meute. Ah oui, mais ça s'appelle une grotte, hein. Un terrier qui peut contenir 45 lycans, pour moi ça s'appelle une grotte, hein. Après à vous de me dire, hein, mais pour moi c'est une grotte. Le couple alpha qui se reproduit, il arrive... Ah oui voilà, donc c'est le couple alpha, donc le groupe de chefs, qui se reproduit. Il arrive très rarement que d'autres femelles mettent bas. C'est alors le couple dominant qui décide de tuer ou pas les petits qui sont pas à eux. L'éducation et les soins sont apportés par l'entièreté du groupe. Le petit est d'abord allaité jusqu'à 1 mois, puis nourri jusqu'à l'âge d'1 an par régurgitation. On va manger le machin, puis après on vomit le machin dans la bouche du petit. Et youpi. La gestation a une durée moyenne de 72 à 80 jours et la portée est de 6 à 12 petits. 12 c'est trop. Voilà. Libre à vous de faire ce que vous voulez, hein, mais 12 la femelle, déjà les avoir c'est compliqué, alors les 12 d'un coup là, non. Mais comment elle fait pour trimballer? C'est pas possible.
Elle peut pas avoir 12 petits dans le bide. En une fois, j'entends. Pas possible. Y a pas la place. Regarde-moi ce truc. Là, j'avoue, je suis un peu étonné quand même. Voilà, prenez l'information avec des pincettes. Un 12, ça m'a l'air énorme. Merde, j'étais où? Là. La femelle alpha qui a mis à bas est nourrie par chaque individu à tour de rôle. On notera qu'une femelle lican peut mettre à bas une fois par an. Putain. En 2 ans, elle te fait la totalité de la meute en fait. C'est seulement lorsque les petits ont 2 ou 3 mois que la meute repart pour un nouveau territoire. Le comportement social des licans présente les particularités suivantes. Il existe une hiérarchie distincte entre les mâles et les femelles. Les licans handicapés ou vieux ne sont pas écartés de la meute, mais sont nourris par régurgitation, faute de pouvoir chasser avec les autres. J'ai l'impression qu'ils ont un meilleur système de sécurité sociale que nous, c'est marrant ça. Lorsqu'un conflit survient pour un problème de bouffe, les licans adoptent des postures d'apaisement qui leur permettent d'éviter le combat. T'inquiète pas Michel, on va t'en trouver de la bouffe. Pas taper STP. La gestion a une durée de 72 à 80 jours, 12 petits, machin, comportement social. Lorsque machin conflit, même s'il existe une hiérarchie, chaque individu peut se charger de n'importe quelle fonction, à l'exception de l'allaitement. Il n'y a que la femelle, il y a que la mâle alpha, bien sûr. Il n'y a que la femelle alpha qui a le droit. Et puis, au-delà du droit, j'imagine que d'un point de vue biologique, ça va être compliqué quoi, si t'es pas la mère d'allaiter. Mode de vie. Alors, il est terrestre, coureur, tout ça on a déjà vu dessus. Il n'est pas migrateur. Il fait beaucoup de rando, mais il n'est pas migrateur. Il est carnivore, il est charognard, il bouffe ce qui traîne en termes de viande. Et il est monogame en ce qui concerne l'accouplement. Pas de harem du coup. Et ouais, c'est vrai. Donc sa population est décroissante et il n'est pas en préoccupation mineure, il n'est pas en quasi menacé, il est même pas en vulnérable, il est carrément classé comme en danger. Je rappelle que les 2 étapes suivantes, c'est c'est en danger critique, puis éteint à l'état sauvage, donc ça veut dire encore uniquement existant en captivité, et puis finalement éteint tout court, donc même plus en captivité. Voilà. Donc il est bien dans la merde. Et pourtant, les femelles te pondent 12 petits par an. Pas réellement, c'est le maximum. Ok, c'est énorme quand même. Donc c'est dire si on la leur fout à l'envers. Il est tout mignon en plus, le bébou. Oh là là. Bref. Ouais, donc la population, elle galère sa mère. Hein. Et du coup, il y a plein de sous-espèces du lichen pictus. Le lichen pictus dont on vient de parler, c'est une espèce, mais il y a plein de sous-espèces. On parle de sous-espèces plutôt que de race, parce que race, ça craint. Lichen pictus pictus, lichen pictus lupinus, lichen pictus somalicus, j'imagine qu'il vient en Somalie, et lichen pictus ça se prononce comment ça? Mangensis. Et le lichen pictus charicus. Voilà. Et donc ça, c'était le lichen pictus, du coup. Donc il vit environ une grosse dizaine d'années, ce qui est pas mal. Ils sont 6600, ce qui est pas beaucoup. Ils sont assez peu répartis sur sur le continent de l'Afrique. Et ils sont en danger d'extinction, c'est super. Pas en danger critique, pas encore, ils sont pas foutus, mais putain c'est chaud pour leur gueule. Tiens, on n'a rien vu sur les menaces. En général, ils le mettent. Bon, comme j'ai dit, la menace, à mon avis, c'est le trafic pour sa fourrure, etc. Et les agriculteurs qui lui mettent des grosses balles de bastos de 12 dans la tronche. Mais... bonne grosse bastos de 12 là. Bref. Habitudes et modes de vie. Non, bah non, on n'a rien sur les menaces. Bah, je vais trouver.
Manimal World, ils en parlent ou pas? Je suis sûr qu'ils en parlent, là, pour le coup, c'est vraiment une espèce assez représentée. Enfin, je pense, hein. Pas oublier si je me trompe, mais quand même l'impression que c'est assez présent. Présent. Ils l'ont pas? What the fuck? Lican. Ah, mais j'écris Manima. Il sait pas écrire, le mec, en fait, pour ça. En fait, je ne sais pas écrire. Animal World. Lican Pictus. C'est bien qu'il doit être là, enfin. Alors, le bébou. Un mammifère carnivore originaire du continent africain appartenant à la famille des canidés. Il est le seul représentant du genre Lican. La seule espèce représentante. Hein. Rappelez-vous, il y a des sous-espèces. Donc des trucs qui font partie de la même espèce mais qui sont très légèrement différents, qui n'ont pas tout à fait la même gueule ou exactement la même proximité génétique. Donc on dit que c'est différent, mais bon, globalement ça n'a pas trop l'être quoi. C'est des trucs, les sous-espèces généralement c'est des trucs, si vous n'êtes pas professionnel vous ne le trouverez pas, vous ne saurez pas. Lican est également appelé loupin ou chien sauvage d'Afrique. Il sait pas écrire mais il sait pas lire non plus. C'est donc un... C'est bon, on a vu, je pense. Hein. Le pelage diffère considérablement de celui des autres canidés, composé entièrement de poils raides, putain, sans sous-poil. Alors, j'y connais rien, mais il me semble que le sous-poil, c'est la couche de poils plus proche du corps chez le chien, par exemple, qui fait que... qui va garder fort la chaleur. Par passer une certaine longueur, les poils conservent plus la chaleur, juste ils passent le balai quoi. Et donc, pour la thermorégulation, c'est pas top. Donc en général, c'est pour ça qu'il faut brosser les chiens, il me semble, et aussi les chats avec du poil très long, parce que sinon, les poils s'accumulent, la chaleur s'échappe pas, et du coup, ton chien ou ton chat, il crève de chaud en été. Donc c'est mieux de alors, faut pas forcément brosser l'animal et je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais que selon le modèle, selon la brosse que tu utilises ou quoi, selon si tu le fais trop fort, selon si tu t'enlèves des poils ou quoi, tu vas lui faire mal et le blesser, c'est pas le but. Mais voilà, bref, voilà, on en prend soin les animaux quoi. Moi pour le coup, mon chat il a des poils courts et avec le réchauffement climatique etc. Malheureusement on n'a pas le choix. Même en hiver il perd des poils donc il faut quand même le brosser. En général je le brosse une grosse fois en hiver. Et en été, il n'y a même pas besoin parce qu'il a déjà tellement tout perdu de lui-même que voilà. Bref. Parce que sinon, il me fout les poils partout et lui-même, il se retrouve à avaler ses poils tout le temps et ça l'emmerde. Donc voilà. Et. Oula. J'ai lu le mot dégénérescence. Qu'est-ce qui va se passer encore? En termes de masse corporelle, ils sont surdimensionnés parmi les autres canidés existants que par le complexe d'espèces de loup gris. J'ai pas compris la fin de la phrase. Ils ne sont surdimensionnés. Ah, il n'y a pas d'autres canidés qui soient plus grands qu'eux que les autres espèces de loup gris. Donc c'est un chien très 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 grand, sa mère. Les femelles sont généralement 3 à 7% plus petites que les mâles. Comparé aux membres du genre Canis, donc les dogos, le lican est relativement mince et grand avec des oreilles surdimensionnées, donc très très grandes, et dépourvu d'ergot. Je connais l'ergot de seigle, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Ergot. Un éperon sur les pattes que portent certains oiseaux. Mais ils volent pour de vrai? Ergot, chien. C'est quoi? Chez les mammifères, c'est un doigt non développé ou atrophié. Ah, je vois. C'est l'espèce de pouce à l'arrière de la patte là qu'on voit à peine. Qui remonte un peu. Donc il en a pas. D'où le fait qu'il ait que 4 doigts et pas 5. Ça on l'avait vu tout à l'heure. Les 2 orteils du milieu sont généralement fusionnés. Sa dentition diffère de celle de Canis par la dégénérescence de la molaire inférieure et l'étroitesse des canines et des prémolaires proportionnellement grandes qui sont les plus grandes par rapport à la taille du corps de tout carnivore autre que les hyènes, qui je rappelle sont plus proches des chats qu'autre chose. Enfin que du chien.
Le pelage du lichen diffère considérablement de celle des autres canidés, composés entièrement de poils réels, sans sous-poils, sans bien en parler. Les adultes perdent progressivement leur fourrure à mesure qu'ils vieillissent. Ils sont dégarnis, les individus les plus âgés étant presque carrément à poil. La variation de couleur est extrême et peut servir à l'identification visuelle car les licans peuvent se reconnaître à des distances de 50 à 100 mètres. Ils ont une bonne vue. Moi hier mon livreur a essayé de me livrer ma glace et on était vraiment à 15 mètres et il m'a pas vu. Une certaine variation géographique est observée dans la couleur du pelage. Les spécimens d'Afrique du Nord-Est ayant tendance à être principalement noirs avec des petites taches blanches et jaunes, tandis que ceux d'Afrique australe sont de couleurs plus vives, arborant un mélange de pelage brun, noir et blanc. Une grande partie du motif du pelage de l'espèce se produit sur le tronc et les pattes. Il y a peu de variations dans les marques faciales, le museau étant noir, devenant progressivement brun sur les joues, et le front. Certains spécimens n'ont pas entièrement la pointe blanche et peuvent avoir une fourrure noire sous la pointe blanche. Ces modèles de pelage peuvent être asymétriques et le côté gauche du corps ayant souvent des marques différentes de celles du droit. Oui, voilà. Saviez-vous? Alors, les données historiques indiquent que les licans africains étaient autrefois répartis dans toute l'Afrique subsaharienne, du désert au sommet des montagnes, et n'étaient probablement absents que des forêts tropicales de basse terre et des déserts les plus secs. Donc ils étaient partout quoi. Ils ont disparu d'une grande partie de leur ancienne aire de répartition. L'espèce est pratiquement éradiquée d'Afrique du Nord et de l'Ouest et considérablement réduite en Afrique centrale et en Afrique du Nord-Est. Les plus grandes populations se trouvent en Afrique australe, en particulier au nord du Botswana et dans l'ouest du Zimbabwe, ainsi que dans l'est de la Namibie et l'ouest de la Zambie. Et dans la partie de l'Afrique de l'Est, en particulier en Tanzanie et au nord du Mozambique. La répartition géographique actuelle des licans africains a été estimée à l'aide de données compilées par le processus de planification de la conservation à l'échelle de l'aire de répartition de l'IUCN SSC pour les guépards et les licans africains, y compris les stratégies régionales et les plans d'action nationaux associés ultérieurs. L'aire de répartition actuelle du lican africain a été considérée comme comprenant uniquement l'aire de répartition résidente identifiée par les participants au processus de la CSE de l'IUCN. Cela représente des terres où les participants étaient convaincus que la résidence du lican africain avait été confirmée au cours des 10 années précédentes. Les terres où la résidence n'était pas confirmée ont été exclues. Et donc voilà, il est dans la tache verte. Et encore, parce que là vraiment ils ont juste dessiné large quoi. Mais ils n'ont pas dessiné les terrains comme on l'a vu, pas forcément des meutes, mais bon, c'est nettement moins précis ici. Voilà, ça montre vite fait l'aire de répartition, mais en fait ils sont encore beaucoup moins que ça. Voilà, dessiner plein de petits cercles dans cette énorme tache verte et vous avez un peu plus une bonne idée de comment ça se passe en vrai. Donc ils sont vraiment plus beaucoup. Ça bouffe quoi? C'est un animal presque carnivore. Il est exclusivement carnivore et c'est un excellent chasseur en groupe, même s'il lui arrive de se nourrir de charognes, donc de la bouffe qui traîne par terre morte. C'est un animal principalement nocturne. Non. Je refuse cette information. On avait dit tout à l'heure qu'il était pas nocturne, il était diurne. Faudra aller vérifier cette info là parce que je suis pas sûr. Les proies favorites du lican sont la gazelle de Thomson, l'impala. Ah, ma mère avait ce totem là chez les scouts. C'était impala. C'est une antilope, il me semble, un truc comme ça. L'antilope et le zèbre. C'est quoi une impala déjà? L'impala est un mammifère herbivore appartenant à l'ordre des Artiodactyla dans la famille des bovidés. Cette antilope est l'unique représentant des épicéros et compte 6 sous-espèces. Bon, ça ressemble à une antilope. Hein. Et une biche. Bah, c'est une antilope. L'impala est une antilope de taille moyenne. Voilà. Et apparemment, c'est masculin, un impala. Je pensais que c'était féminin. Et c'est encore, bien sûr, beaucoup moins bien réparti. Au secours. Bref.
chasse. La stratégie du lycan pour la chasse est l'approche lente, comme Simba dans le Roi Lion, puis la poursuite durant laquelle il peut atteindre une vitesse de 65 km/h et la tenir pendant 1 heure. Ses proies sont surtout les antilopes de taille moyenne, l'espèce dominante étant celle qui est la plus abondante dans la région où la chasse. Cependant, il a été enregistré à son tableau de chasse plus de 20 espèces de proies différentes au parc national de Kruger en Afrique du Sud. Son adaptabilité lui permet de passer de proies de 20 à 90 kg en général. Bon, il bouffe tout quoi. En passant de celles qui font de 5 à 300 kg si la configuration y pousse. Un individu mange entre 2 et 5 kg de viande par jour. Chez les lycans, la nourriture est partagée, y compris avec les individus n'ayant pas participé à la chasse. Les jeunes en âge de manger la nourriture solide ont priorité dans les partages de nourriture et mangent même avant les dominants. Le reste du temps, les mouvements du groupe sont strictement liés à la chasse et ils ne restent pas plus d'un jour au même endroit, parcourant jusqu'à 50 km en une journée et faisant ainsi le tour de leur territoire en quelques jours, sauf, comme on l'a vu tout à l'heure, s'ils ont des mômes. Là, s'ils ont des mômes, ils vont rester quelques jours de plus, je sais plus combien de temps, des jours, des semaines, des mois, je sais plus. Et puis, une fois que le môme aura un certain âge, ils vont repartir. Le lycan est un animal territorial qui ne se fixe durablement, que pendant 2 ou 3 mois, qu'une fois par an, à un endroit déterminé de son territoire lors des naissances, qui par ailleurs ne connaissent pas de saison privilégiée. Ça baise, mais un peu tout le temps. Par contre, la femelle nous donne la femelle alpha, qui est la seule à pouvoir se reproduire, à avoir le droit en pratique, et elle va se reproduire environ 1 fois par an. Et elle peut te faire jusqu'à maximum, même si c'est vraiment peu courant, 12 mômes d'un coup. À ce moment-là, il aménage une nurserie dans les terriers d'Oryctérope. Les terriers d'Oryctérope, il n'y a pas la place. Il réduit nettement son territoire de chasse qui passe de plus de 1500 km² à moins de 200 km². Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Oryctérope, c'est assez marrant à regarder. On dirait un peu des tatous, mais c'est pas ça. Voilà. Mesure 1m30 de long. Ça a l'air grand comme ça en plus. Hein. Pour un poids allant de 40 à 70 kg. La queue mesure entre 44 et 65 cm de long. La peau est épaisse de couleur grise, machin. On dirait un petit peu un cochon mélangé avec un tatou. La tête, machin, le filtre anti-poussière, quoi. Une couche dense de soie entoure les narines, agissant comme un filtre anti-poussière lorsque l'animal creuse, un peu comme le chien qui a beaucoup de poils dans les oreilles pour éviter que les insectes rentrent. Là, c'est pareil, sauf que ce qui est indésiré, c'est pas tellement les insectes, c'est plus la poussière. L'Oryctérope n'a ni canine ni incisive et leurs dents jugales, les dents quoi, à croissance continue et à pulpe fragmentée en minces cavités, s'enfonce dans la dentine qui n'est pas entourée d'émail mais de séments. Contrairement aux autres mammifères. Bref, ils ont une dentition chelou. L'Oryctérope est doté d'une longue langue collante et de glandes salivaires bien développées. Il bave un max pour te coller sa grosse langue dans le pif. Il mange des insectes. Hein. Son estomac a une région pylorique musculeuse qui fait office de gésier et broie les aliments. En gros, il mâche pas avec les dents, il mâche avec l'estomac. Mâles et femelles sont pourvus de glandes odoriférantes anales qui exudent une sécrétion jaunâtre fétide. Bon appétit. En gros, c'est du langage technique pour dire qu'il suinte un truc par le cul qui sent très fort. Voilà. Bien. L'Oryctérope est une espèce largement distribuée au sud du Sahara, du Sénégal et à l'est de l'Éthiopie. Son aire de répartition, il est pas mal réparti dans l'Afrique. Hein. Pourtant, je m'attendais à ce qu'il soit nettement moins bien conservé. Mais bon. Il montre une préférence pour les zones à sol sablonneux et évite les sols rocailleux qui sont difficiles à creuser, ainsi que, à moins que tu aies une foreuse, mais bon, ainsi que les habitats qui sont extrêmement secs, parce que du coup le sol est tout dur. Se nourrissant uniquement la nuit, donc il est nyctalope bien sûr, c'est ça, nocturne. L'Oryctérope repère les nids de fourmis et de termites grâce à la remarquable acuité de son ouïe et de son odorat. Un peu ta mère quand elle te voit taper dans le frigo. Il se déplace en zigzag, le museau au ras du sol, ses longues oreilles pointées en avant dès qu'une
termitière est découverte, il commence à y creuser un petit trou à l'aide de ses griffes pointues, puis il introduit sa grosse langue collante pour capturer un max d'insectes. Il agrandit progressivement le trou et continue ainsi à se nourrir et à creuser en alternant jusqu'à ce que la totalité de son corps ait pénétré la termitière. Si celle-ci n'est pas détruite en une seule fois, le Rectorop peut y revenir plusieurs nuits de suite. Le régime alimentaire de l'Euricterope est à peu près le même tout au long de l'année, bien que les termites soient plus abondantes à la saison des pluies et les fourmis pendant la saison sèche. Lorsque sa nourriture favorite se fait rare, il y rajoute d'autres insectes comme des coléoptères, les coccinelles, les scarabées, etc. et leurs larves. Voilà. Alors pour revenir au lichen là, donc il se fout dans des terriers de Rectorop parce que pourquoi creuser soi-même, hein, on a la flemme. Il a été observé des... Oui, donc en fait le truc il fait quand même 1m40 de long. Il fait quelle taille déjà le machin là? 71 à 112 cm de longueur. Il fait, oui, le truc il fait 1m40, donc en fait il y a la place. Hein. Il est pas plus petit. Moi j'ai des doutes sur la taille de l'Euricterope, hein, parce que... Chasse. Et la bouffe est partagée, le reste du temps les mouvements libres sont strictement liés à la chasse, il ne reste pas plus d'un jour au même endroit, parcourant 50 km en une seule journée et faisant ainsi le tour de leur territoire en quelques jours. C'est un animal territorial qui ne se fixe que 2 à 3 mois par an. Lors de la naissance des petits, qui par ailleurs ne connaissent pas de saison privilégiée. À ce moment-là, il aménage une nurserie. Il a été observé en groupe formé uniquement de couples et d'émeutes pouvant comprendre jusqu'à 45 individus, bien qu'en moyenne, les groupes en comptent entre 7 et 15, tout comme le loup et le dole, dont on a déjà parlé sur la chaîne, dont il est souvent rapproché par son mode de vie. Ah oui, c'était le dole qui chassait en sifflant et tout, là. C'est ça. Par son mode de vie et son comportement. Chez le lichen, seul le couple dominant se reproduit. Ce qui le distingue par contre des autres canidés, c'est l'existence d'une hiérarchie chez les mâles et d'une hiérarchie distincte chez les femelles. Lorsqu'un conflit se produit entre deux individus pour une question de partage de bouffe, il a été observé, comme on l'a dit tout à l'heure, que les deux individus adoptent une posture d'apaisement qui leur permet de ne pas se taper dessus. C'est aussi une des particularités de l'espèce. La densité populationnelle est en général de 1 à 4 individus pour 100 km/h. Ils vont vite, hein. 100 km². Un groupe occupe entre 600 et 1300 km² en général, cas du Serengeti par exemple. La baise, on veut savoir comment ça baise. Au moment des naissances, les lichens deviennent beaucoup plus sédentaires, c'est-à-dire qu'ils ne bougent plus. Comme on l'a vu, ils ne bougent plus pendant 2 à 3 mois. Les terriers sont creusés afin que les femelles, ou alors ils piquent sur les Euricteropes, afin que les femelles puissent s'y installer. Ils font une tanière, quoi. Une dizaine de chiots naissent après 70 jours de gestation. Les 3 premières semaines, les jeunes ne quitteront pas la tanière familiale parce qu'ils sont vulnérables. Les juvéniles sont allaités pendant 1 mois, puis commencent à manger de la viande que les adultes leur régurgiteront dans le pif. Tout le clan s'occupe des petits qui sont particulièrement choyés. Au bout de 3 mois, la meute reprend ses déplacements. Une femelle peut mettre bas 1 fois par an, etc. Alors les menaces, c'est ça que je cherchais. Le lichen est accusé de dévorer tout le gibier par les chasseurs, de tuer le bétail et de répandre les maladies par les fermiers. Et enfin, tout simplement, de vivre par les hommes. Bonjour. Jusqu'à une date très récente, on le considérait comme méchant parce qu'on est vraiment très con, tuant pour le plaisir, nuisible et donc arrêt de la liste. Cette réputation est totalement fausse, n'est-ce pas plutôt l'homme qui tue par plaisir? Mais en Afrique, son habitat naturel laisse de plus en plus place aux prairies, causant une diminution du nombre de prédateurs et de proies. Les voitures ainsi que les routes sont de plus en plus nombreuses et laissent d'innombrables cadavres percutés. Le lichen a besoin de 2000 km² s'il veut vivre en meute, j'y arrive plus, sur un vaste terrain de chasse. À cause de l'homme, cette superficie lui est extrêmement réduite. Qui gratte au secours. Le lichen a toujours été traqué par l'homme, ce n'est pas pour sa chair ni pour sa fourrure, mais seulement à cause de sa mauvaise réputation. Il faut préciser que cette réputation a été créée de toutes pièces par l'homme de la même manière qu'il l'a fait avec les loups. Vous savez les loups qui vous attaquent là, en fait ils vous attaquent pas, ils font tout pour pas vous croiser. Le lichen est un prédateur comme un autre et rien de plus. C'est un peu comme les requins aussi d'ailleurs, c'est le même problème. Les requins, ils vont rien vous faire, hein, ils s'en foutent. Bon, moi il se trouve que j'ai une phobie totale des requins, voilà, mais je sais, le concept des phobies c'est que c'est pas rationnel. Hein. Moi si vous me mettez devant un requin, je tombe dans le coma, mais bref, pas loin quoi.
Mais ouais, leur faites rien quoi. Vraiment, ils vous ont rien fait. Et le loup, tout ça, c'est vraiment des animaux qui vont vous éviter le plus possible en fait. Hein. Moi, pendant mon stage dans les Hauts-de-Fagne, en rapport avec mon TFH, donc, j'ai été interviewé des deux éthologues qui étaient aussi ornithologues, donc des gens qui étaient spécialisés dans l'étude des oiseaux et dans l'étude comportementale des animaux, comment ils interagissent entre eux, etc. Particulièrement les piafs, du coup. Et donc j'ai été dans les Hauts-de-Fagne, qui est une grande réserve naturelle, pour poser des caméras pour pouvoir les observer, comprendre un peu comment ils fonctionnent, et surtout, parce que c'était ça le but, checker le nombre, enfin la croissance ou la décroissance de la population des tétralyres, qui sont des espèces de grosses poules bleues, qui sont de moins en moins dans le Haut-de-Fagne, et on voulait faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Donc il fallait avoir des informations dessus, et pour ça il fallait les filmer. Donc voilà, on a déposé les caméras, et en fait, les Hauts-de-Fagne, normalement, c'est la plupart du temps marécageux, sinon un sol très très sec avec beaucoup de bruyères, donc une plante très 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 sèche qui s'enflamme très 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 vite, raison pour laquelle il est formellement interdit normalement de fumer dans le Haut-de-Fagne, sauf que certains êtres humains ont décidé qu'ils s'en battaient les couilles, et donc une fois ils ont foutu le feu à tout le truc, sauf que les Hauts-de-Fagne c'est énorme, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilomètres, non beaucoup plus, c'est vraiment très 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 grand. Voilà, ça se répand sur plusieurs pays, je pense que ça passe entre la Belgique, l'Allemagne, la France, et ça va encore au-delà. C'est très 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 grand. Bah, si vous foutez le feu quelque part, vraiment il y a une énorme partie de Haute-Fagne qui vont brûler, une énorme partie, parce que tout est connecté et que tout est très 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 inflammable en été. Donc voilà, et il y a des gens qui en ont rien à foutre et qui se grillent des clopes en plein milieu du jeu de quilles, super. Voilà, donc bref, ça c'est des abrutis, ça les regarde. Et en fait, pour traverser tout ce bordel, pour éviter de marcher sur la flore, qui est aussi un élément à protéger de la zone, et particulièrement en hiver, parce que c'est super chiant de se déplacer dans des tourbières, hein, c'est littéralement des marécages, on a installé ce qu'on appelle des caillebotis, c'est des petits ponts en bois pour que les gens puissent passer. Évidemment, les petits ponts en bois, ils sont prévus pour faire en sorte que le couillon lambda qui veut visiter puisse passer. Donc, c'est des trajets prévus pour les gens lambda. Évidemment, on veut bien qu'ils observent, mais on veut pas qu'ils rentrent en contact ou qu'ils dégradent le milieu. Donc, c'est des petits endroits où on sait qu'il n'y a pas trop d'espèces et où globalement, ils vont surtout observer le décor et respirer de l'air pur. Mais à part ça, ils vont pas voir grand-chose, malheureusement. Et donc, normalement, tu sors pas des caillebotis, tu descends pas du caillebotis si tu es responsable, tu vas pas voir ailleurs. Mais nous, on avait le droit, parce que le but c'était d'aller passer les caméras. Vous vous doutez bien que les caméras sont pas près des caillebotis, je vous ai dit qu'on voit rien. Le but c'est d'observer les espèces. Donc nous, on avait le droit de sortir des sentiers battus, lol. Et donc on a pu aller observer un peu les trucs partout. J'ai vu plein de caca de loups et de renards, c'était très cool. Par contre, j'ai pas vu un seul loup, c'était moins cool. Et donc au début, je me suis quand même posé des questions. Et j'ai demandé aux gars, mais donc là, parce que je sais qu'il y a tout plein de trucs ici, il y avait des cerfs, j'ai vu un cerf j'ai entendu le brame du cerf de loin que j'ai observé avec mes jumelles, parce que le cerf, quand il veut baiser, il brame, donc, c'est-à-dire qu'il hurle globalement très 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 fort, tellement fort que tu l'entends à plusieurs kilomètres de distance, et c'est comme ça qu'il appelle sa mouffe. Voilà. Là, j'imagine que ça marche dans les deux sens. Et donc on avait le droit de sortir, d'aller mettre les caméras dans les arbres et tout, donc à des endroits qui n'étaient pas accessibles en caillebotis. Donc il a fallu que j'aille avec des grosses bottes et tout, c'était très dur, c'était très fatigant. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire, j'ai oublié de quoi je parlais moi. Je parlais de... Pourquoi les caméras ? Parce que les loups... Oui, donc je demande aux gars que j'accompagne. Donc je sais qu'il y a plusieurs trucs, des trucs qui sont quand même potentiellement dangereux. Donc les loups, entre autres, mais aussi donc le gros cerf qui fait 4 fois mon poids et pas tellement moins de ma taille. Comment dire ? Alors honnêtement, la passion, donc ça va, mais bon, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ce qu'on fait ? Et du coup, t'inquiète, de toute façon les loups ils attaquent pas. Il n'y a rien qui va t'attaquer ici, et les loups n'attaquent pas. Il y a peu de canidés plus peureux que les loups en fait avec les humains. Les loups, la première chose qu'ils font quand ils voient un être humain, c'est qu'ils se cassent en fait. Vraiment. Donc voilà, c'est vraiment juste un mythe.
Les loups sont pas du tout agressifs envers les humains. Si vous leur tirez une balle dans le pied au sens littéral, ils vont très certainement vouloir vous gnoquer un petit coup pour vous apprendre le respect. Mais sinon, vous leur foutez la paix, ils vous laisseront tranquilles. Hein. Alors évidemment, ça s'applique pas aux fermiers, ils vont pas vous emmerder vous, mais ils vont buter vos poules. Effectivement, bon bah écoutez, faites avec. Gna gna gna. Le lycan est en réalité un prédateur comme un autre et rien de plus. Alors c'est un super prédateur, c'est-à-dire qu'une fois à l'âge adulte, il y a globalement personne qui va l'emmerder à part nous. Mais c'est un prédateur sympathique, dans le sens où il bouffe de son côté, mais vous, il vous emmerdera pas. Depuis 1990, le lycan a été classé espèce menacée d'extinction par l'IUCN. Aujourd'hui, il survit essentiellement dans des réserves. Le taux de mortalité des jeunes est très élevé, ce qui rend sa réintroduction dans son environnement difficile. Les petits sont trop vulnérables, donc ils se font flinguer ou gnoquer ou autre. Et les adultes eux-mêmes se font flinguer par les connards de fermiers. Bon, tous les fermiers sont pas des connards. Pas tous. En mars 2004, la directrice de Sunwild, je sais pas, a récupéré 4 lycans victimes de mauvais traitements au sein d'un zoo privé. Je vous rappelle, les zoos c'est de la merde, n'y allez pas. Les animaux qui présentaient de sérieuses blessures au niveau de la gueule ont dû subir plusieurs interventions chirurgicales réparatrices. Aujourd'hui, ils se portent à merveille. Pour garantir leur sécurité, la fondation Brigitte Bardot a financé l'achat de 4 colliers émetteurs qui permettent de les localiser dans leur nouvel environnement. Conservation, il est en voie de disparition et on en comptait 100 000 environ au début du XXe siècle en Afrique subsaharienne. 100 000 et moi tout à l'heure j'ai lu 6 600. Ils sont où les 94 000 autres? On les a butés, mec. Voilà. En Afrique subsaharienne, alors qu'il en reste moins de 3000 aujourd'hui, donc même les infos de l'autre site, là on n'est pas sûr qu'elles soient vraiment actuelles. Il est vraiment dans la merde. Concentré dans de petites étendues isolées les unes des autres, la taille des meutes a elle aussi diminué et est passée d'une centaine d'individus à moins d'une trentaine. Pratiquement aucune mesure de conservation n'a été mise en œuvre pour sauvegarder le lycan. Tout le monde s'en fout. La création des parcs nationaux tels que le parc national Kruger en Afrique du Sud, le parc national de Wange au Zimbabwe ou encore le parc national de Pendjari, je sais pas, en République du Bénin a assuré la survie de ces canidés dans la plupart de ces régions. L'entretien de ces zones reste la plus haute priorité pour la conservation du lycan, dont tout le monde semble se battre les couilles malheureusement. Plusieurs éléments sont nécessaires pour permettre une protection efficace du lycan. Il s'agit notamment de mettre en place des techniques plus efficaces pour protéger des maladies telles que la rage par un système de vaccination. Ensuite, il faut déterminer l'impact réel que peut avoir le lycan sur le bétail dans différentes conditions d'élevage et trouver le moyen de réduire ces attaques. Il faut également établir l'impact réel du lycan sur le gibier sauvage et trouver des techniques efficaces pour résoudre les conflits avec les éleveurs de gibier. Des enquêtes sur la répartition du lycan sont nécessaires, notamment en Algérie, en Angola, au Cameroun, en République centrafricaine, en Éthiopie, au Mozambique et au Soudan. La recherche génétique serait utile pour établir des caractères distinctifs des populations qui restent dans l'ouest, le centre et le nord-est de l'Afrique. Grégory Rasmussen, j'arrive pas à articuler, installé au Zimbabwe dans le parc national de Wange, est un biologiste passionné par les lycans qui donne priorité à la conservation plutôt qu'à la recherche ou à l'étude de ces canidés. Bah ouais, mais tu peux pas les conserver si tu les connais pas. Pour moi, les deux sont nécessaires. Alors, tu peux prioriser l'un ou l'autre, mais bon. Il a besoin de fonds bien sûr, mais aussi d'éco-volontaires. Il mène le Painted Dog Research, dont les objectifs sont de dénombrer les meutes vivant au Zimbabwe, déterminer les causes de mortalité, détecter les maladies éventuelles, équiper certains lycans de colliers émetteurs comme avec l'association de Brigitte Bardot, et sensibiliser les fermiers et les populations locales à la protection des lycans. Arrêtez de les flinguer, merci, et développer l'écotourisme. Venez voir, on a des chiens. Sous-espèces. Donc ce qu'on a déjà cité plus tôt, Lupinus mangensis et Pictus, enfin Pictus du coup, et Saharicus. Le lycan saharien est présent en petite population isolée dans l'Adrar des Ifoghas au Mali et dans les zones côtières de la Mauritanie et le Sahara occidental. Et le Pictus somalicus. En anglais, le saumon. Écoutez, j'ai faim. En anglais, le lycan se nomme African Wild Dog.
Et ici, on voit qu'il est EN. EN, qu'est-ce que ça veut dire que ceci déjà, je sais plus. Oui, non, mais d'accord. Bon, c'est sûrement en danger, hein, mais je voudrais voir par rapport à ce qui est écrit sur le site ici, voir si l'information est datée ou pas. Parce que eux, ils nous disent 3000, mais ici, sur ce site-là, ils nous disent 6600. Merde, j'ai oublié ce que je cherchais. J'ai vraiment une mémoire de merde. Il y a des trucs que j'arrive très bien à me rappeler pour plein de trucs assez précis, genre que personne retient, mais les trucs utiles, j'arrive pas à les retenir. Ah oui, pour le statut de conservation. Le PC n'arrive pas à suivre. EN, c'est le même. Voilà, donc ils sont considérés comme en danger. Je rappelle, les étapes après, c'est en danger critique d'extinction, puis éteint à l'état sauvage, puis éteint à tout court. C'est super. Et donc, il n'y a même pas vraiment de mesures de protection. Il y a des associations qui veulent les aider, mais il n'y a même pas vraiment beaucoup de mesures de protection qui sont mises en place pour aider le lichen. Et on n'a pas autant d'informations que ce qu'on pourrait croire dessus. En fait, il nous manque beaucoup d'informations comportementales et statistiques pour savoir comment concrètement aider ce chien. C'est bien dommage. Espérons que les gens cessent d'être cons. C'est pas gagné, mais on peut toujours espérer et qu'ils finissent par s'activer et l'aider un peu. Ce serait pas mal, n'est-ce pas? Et puis voilà. Et donc c'était le lichen aujourd'hui. Secours. Donc voilà. Vous voyez la pause que je dois prendre, que normalement me tenir droit ça donne ça. Comme ça, et m'appuyer sur mon bureau ça donne ça. Voilà, il est si bas que ça. Là je suis appuyé sur mon bureau quoi. Au secours. Bref. Donc voilà, moi je sais pas quand je relive. Bientôt. Voilà. Je le répète tout le temps, mais voilà, parce qu'on m'avait déjà beaucoup demandé à un moment. Je préfère pas donner les dates de quand je stream, parce que pendant tout un temps j'en donnais pas et j'arrivais très bien à streamer comme je voulais, et maintenant que j'en donne, bah, j'y arrive plus, parce que chaque fois il y a un problème où je me dis que ça va trop me fatiguer ou quoi, et qu'il faut que je le fasse spécifiquement à ce moment là, et que si je le fais avant, bah, les gens auront pas le... Les gens sont pas là, et de toute façon il n'y a pas grand monde, hein, donc bon, c'est pas très important. Donc là maintenant, voilà, les horaires sont écrits sur ma page Twitch, mais ils sont sûrement pas respectés. En général, ils sont pas respectés. Voilà. J'essaie de streamer 4 à 5 fois par semaine. Je trouve que c'est déjà pas mal. En général, j'attends pas 4 à 5 fois. Hein. Je suis plutôt sur du 2-3 fois. Mais bon. Mais c'est pas mal, je trouve. On apprend des trucs, c'est bien. Bah, moi, j'apprends des trucs en tout cas pour le lichen. Je suis assez content parce qu'on a vu. Donc voilà. Moi je pense que je vais vous laisser là. Ça fait déjà 1h45, hein, mine de rien. Bon, c'est un petit stream à l'échelle des grands streamers, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas beaucoup, je trouve que c'est pas mal déjà, 1h45. D'autant que j'ai pas trop répété les mêmes trucs. Je pense que j'ai pas été trop... pas trop casse-couille, ça va. On a vite réglé des problèmes de son. Donc ça va. Je suis assez content, c'est bien. Et ouais, n'hésitez pas éventuellement sur YouTube ou sur Twitch, hein, pourquoi pas, à me dire ce que vous pensez du cadre. Je le change pas, je sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas.
Est-ce que vous préférez comme c'était avant ou pas? Parce que je sais pas, j'aime bien le cadre un peu plus grand avec plus la place pour le chat et tout. Mais je sais pas si je suis vraiment fan d'avoir une scène comme ça et d'avoir du coup une cam qui est si beaucoup plus avec un gros espace de merde sur le côté quoi. Je sais pas. T'en sais rien. Faudra que je m'habitue, je pense. Je vous ai déjà dit, moi je n'aime pas le changement du tout. J'ai beaucoup de mal à m'y faire, donc globalement, quoi que ce soit qui change, j'aime pas au début, donc faut toujours que je me force un peu. Là, je suis content d'avoir un nouveau plan, que ça change un peu, d'avoir plus de place, d'avoir l'emplacement pour mon chat. Et en même temps, je suis pas très fan de. On dirait que c'est pas très organisé, pas très arrangé, quoi. Ça m'énerve un peu. Mais ça fait plus de place et c'est bien. Mais en même temps, je prends moi-même moins de place, j'ai l'air plus petit dans ce décor, je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, vous me direz. Voilà. Et puis moi sur ce, je vous laisse. À demain peut-être. Demain c'est quand? Demain c'est jeudi. Ouais. Parce qu'en plus moi le problème c'est que je suis beaucoup sur Twitch. Je passe vraiment beaucoup de temps à regarder les gens. J'ai le follow très facile et il y a plein de gens qui font des trucs très très cool sur Twitch. Donc je suis vite perdu dans mes trucs. Et il y a des gens qui ont des programmes un peu plus. Des trucs qui se font tous les X temps. Genre le karaoké de Pèlerine le soir. Et voilà. Et du coup, le jeudi soir en général, quand j'ai envie de streamer, je me dis il faut absolument que ça se fasse avant parce que je pourrais de rater son karaoké. Et du coup, voilà. Donc parfois ça fait que si je me rends compte qu'il me reste une heure, une demi-heure, je me dis ouais non c'est mort, je ne stream pas. Et du coup je fais autre chose. Mais voilà, donc je garantis pas que je live demain, mais si je live demain, ce serait avant 20h parce que le karaoké commence à 20h30. Donc voilà. Et puis voilà. Donc ouais, sinon en général, je vous dis, j'essaie de streamer au moins 2-3 fois par semaine. Et puis voilà. Hop. Voilà, ciao. Ciao.